Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ben voilà, Mathieu Joubert, moi je vais vous présenter l'activité d'IPAMA, essayer de vous présenter qui on est, ce qu'on propose, les objectifs qu'on poursuit, et puis de tenter de vous apporter un peu toutes les infos utiles pour comprendre voilà notre raison d'être, notre vision du métier, notre fonctionnement, comment vous pouvez aussi nous solliciter pour construire votre démarche d'engagement parce que voilà, IPAMA, c'est un cabinet de conseil et de formation RSE issu de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a agréé ESUS et qui a été créé au début par Jean-Claude Herry et Xavier Parenteau. Notre ambition, vous la voyez à droite, c'est voilà, d'éveiller, transformer les écosystèmes culturels, sportifs et touristiques pour des événements plus justes et plus sobres, tout en renforçant leur attractivité pardon, et leur performance. Donc voilà, on a cette envie, cette volonté de travailler avec tout un tas d'acteurs pour les faire progresser sur la prise en compte de leurs impacts, leur faire prendre conscience d'impacts positifs, négatifs qu'ils génèrent, comment on peut les traiter, les aborder et puis voilà, les transformer en, j'ai envie de dire, en points différenciants, en points qui va leur permettre d'améliorer leur performance, leur image, leur permettre aussi de réduire les risques. Donc, voilà, notre objectif en tant que cabinet de conseil, c'est d'aller là-bas, d'aller dans cette direction et puis de faire en sorte que, il y ait une vraie dynamique collective qui se mette en place parce que si, j'ai envie de dire, si un événement ou un acteur s'engage, c'est bien, c'est top. Mais l'important, c'est quand il va y avoir vraiment une émulation, une vraie dynamique collective dans ce sens-là, parce que ça permet derrière de trouver des solutions, d'aller un peu plus loin, de donner envie aux uns et aux autres. Et c'est aussi ça qu'on essaye de promouvoir et de développer et de valoriser. Nous, on est un cabinet donc, qui est spécialisé, hein, on a une expertise voilà, sectorielle dans les secteurs que vous voyez à l'écran, loisirs, tourisme, sport, spectacle vivant, communication événementielle, audiovisuel, cinéma, musique, industrie créative, lieux et prestations de services événementiels. Donc on couvre, ou en tout cas on travaille avec tout un écosystème d'acteurs qui sont souvent amenés à se croiser, à collaborer, à coopérer ensemble, et donc pour les aider en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leur fonctionnement, à construire leur démarche de responsabilité sociétale ou encore une fois de monter en compétences, de développer ses compétences sur ces sujets. Pour ça, eh bien, on essaye de proposer les solutions les plus adaptées possibles. Je crois que ce qui est vraiment dans l'ADN d'IPAMA, c'est d'apporter une réponse à des problématiques, enfin des réponses sur mesure un peu vos problématiques, à votre contexte, à votre écosystème. Donc, on essaye vraiment de s'adapter à tout ça pour que ça soit pas voilà, un peu une démarche hors sol, mais pour que ça soit quelque chose qui vous permette de structurer vos stratégies d'engagement et de durabilité. Donc, on est à la fois sur la construction de votre stratégie, qu'on va appeler développement durable, RSE, durabilité, enfin voilà, vous mettez les termes que vous connaissez ou qui vous parlent le plus autour de ça. Donc on a voilà, des fois des accompagnements qui sont vraiment sur, voilà, j'ai envie de dire, on n'a rien fait, on a quelques idées, on a quelques envies, on a des aspirations qu'on voudrait déployer, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc on essaye voilà, de poser un peu les bases de l'engagement, pourquoi s'engager sur ces sujets-là et pourquoi c'est important d'aller dans cette direction. Et donc là, on essaye vraiment de construire toute la démarche de A à Z pour vraiment après avoir quelque chose qui ait de l'impact, qui ait de l'intérêt. Au-delà de ces structurations un peu globales qu'on peut proposer, on va aussi des fois, pour ceux qui le souhaitent, qui ont déjà avancé, eux, dans leur structuration et qui ont déjà, par exemple, une politique RSE qui est établie, qui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions, eh ben, on peut aussi aller des fois sur certaines briques de votre organisation. Par exemple, on travaille sur les partenariats responsables, comment on intègre aussi la RSE dans les achats, par exemple. On peut travailler sur vos aspects de communication, sur votre reporting,
sur une analyse des risques. Donc, on peut voilà, vraiment aller sur des choses très spécifiques parce que vous avez déjà avancé, parce que vous avez déjà défriché un certain nombre de choses et c'est intéressant peut-être de mettre le focus sur des briques spécifiques de votre organisation. On peut aussi vous aider à développer certaines thématiques spécifiques. Par exemple, vous avez envie de développer des choses sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, la mise en place de démarches de mixité, la gestion des déchets, la lutte contre les incivilités, enfin voilà, tous ces sujets très spécifiques. C'est aussi, on peut aussi, au-delà, encore une fois, d'un accompagnement global, vous aider à avancer là-dessus. Et puis évidemment, c'est cette construction de stratégie, cette construction aussi de démarche, d'engagement, on peut vous aider à répondre à des exigences, à des référentiels, à des labels, à des certifications qui vont être des outils au service de la structuration de votre démarche. Donc nous, on a tout un panel comme de labels, référentiels, certifications que l'on maîtrise et qu'on peut vous aider à implémenter dans votre structure. Alors par exemple, pour donner un peu une idée des certifications sur lesquelles on travaille, on est par exemple sur la certification ISO 20121, qui est la norme de référence pour l'événementiel responsable, donc qui est une norme très, très utilisée en France et auquel beaucoup d'organisations réfèrent pour développer leur stratégie d'engagement. Donc ça, c'est un premier outil qu'on utilise et qu'on aide à développer, à intégrer dans vos organisations. On est aussi ce qu'on appelle B-Leader, c'est-à-dire habilité à vous accompagner dans le déploiement d'un label qui s'appelle B Corp, qui est un label international aussi, comme ISO 20121. On travaille sur la charte des 15 engagements éco-responsables du sport, par exemple, le label Lucie ou le label du rêve, ou des cadres un petit peu plus institutionnels comme la CSRD ou la VSME, là, qui sont des cadres européens d'engagement sur des stratégies qu'on appelle ESG, environnementale, sociale et gouvernance. Donc voilà, une approche soit globale, soit sur des briques spécifiques, soit sur des thématiques spécifiques. Et puis, évidemment, la mise en lien avec des référentiels, labels et certifications, c'est toujours important et c'est de plus en plus important parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie demande de crédibilité, de s'assurer que la démarche, elle repose sur une vérification, par exemple, par des tiers et que ça va être un gage de sérieux. Donc ça, c'est devenu quand même un élément important au-delà des actions qu'on peut mener et qu'on peut déployer. C'est comment on les fait reconnaître et comment on valorise notre engagement au travers de labels ou de certifications qui vont apporter voilà, un gage de sérieux et de crédibilité. Euh, Rapidement, pour vous, voilà, donc voilà les solutions qu'on propose, et puis je reviendrai un petit peu en détail dessus par la suite, mais voilà, l'idée c'est aussi que il y a une équipe derrière IPAMA. IPAMA, moi, je dis toujours un petit cabinet de conseil, en tout cas un cabinet de conseil à taille humaine, et on a une équipe qui va vous accompagner parce qu'elle a déjà travaillé avec tout un tas d'acteurs des secteurs que je vous ai montrés. Donc, on a cette capacité d'adaptation assez importante. On a tous participé ou contribué ou été responsables RSE d'un événement qui était certifié ou qui avait une labellisation spécifique comme celle dont je viens de vous parler. Donc, on a tous vécu ça de l'intérieur aussi. Donc, on a chacun eu cette expérience au préalable. Moi, par exemple, pour ma part, j'étais avant adjoint RSE de la Fédération française de tennis, et donc sur le déploiement de l'ISO 221 pour le tournoi de Roland-Garros, et puis responsable RSE aussi du festival du Printemps de Bourges, donc sur la mise en place aussi de l'ISO 221 pour le Printemps de Bourges. Voilà, on est une équipe voilà, de 11 personnes et puis on est organisé en pôle et on est aussi répartis sur l'ensemble du territoire. Parce que moi, par exemple, je suis à Nantes, mais j'ai des collègues à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux, à Rennes, à Genève. Donc voilà, c'est tout un maillage qui nous permet d'aller à la rencontre un peu de tout, quasiment, enfin en tout cas une bonne partie du territoire, mais on n'est pas des freelances, on est un vrai cabinet de conseil, un vrai collectif et on n'est pas, voilà, on n'est pas en freelance, on est une équipe qui se réunit,
qui travaillent ensemble et qui combinent les expertises si besoin. Et puis en complément, si vraiment des fois il y a des besoins très précis, très spécifiques, on fait appel éventuellement à d'autres spécialistes externes. Donc, on a un pool de partenaires qui nous aident aussi à avancer et à nous donner une expertise complémentaire pour venir éclairer peut-être des choses qu'on ne couvre pas, avec ces spécialistes externes. Euh, je reviens un petit peu sur voilà, notre posture que vous voyez. On a vraiment, comme je disais, une approche vraiment sur mesure, adaptée à votre réalité. Donc le but pour nous, c'est vraiment de nous intégrer dans vos équipes, de comprendre votre écosystème et de comprendre comment vous fonctionnez, vos outils, vos méthodos pour essayer de les faire évoluer, de les transformer, d'intégrer peu à peu les choses à l'intérieur. On a une méthode qui est basée sur le questionnement. Notre but, c'est, alors on a évidemment toute une connaissance de choses qui se font à droite à gauche, mais notre but, c'est aussi de vous faire progresser, d'essayer de construire encore une fois des actions, des choses qui vont vous permettre, enfin, qui vont être adaptées à votre fonctionnement. Donc, essayer de vous questionner pour vous faire progresser et construire des solutions qui sont vraiment en lien avec votre fonctionnement. Notre accompagnement aussi, il vous aide à avancer par vous-même. Ça, c'est aussi important. Le but, c'est pas de faire à votre place, c'est vraiment d'être là pour vous guider, un peu comme une auto-école. Et puis, le but à la fin, même si c'est un peu malheureux pour nous, c'est que vous soyez autonome et que vous ayez derrière la capacité de conduire seul et de déployer seul votre démarche. Donc, notre but, voilà, c'est vraiment de vous aider à prendre en main votre démarche et derrière à la piloter quand elle est construite, quand elle est déployée, on en est à la phase plus opérationnelle. On a une progression voilà, maîtrisée. Le but, c'est vraiment de vous faire monter en compétences aussi, que vous ayez voilà, tous les éléments, les clés de compréhension pour mobiliser les équipes, pour les orienter, pour définir un peu le cap que vous voulez prendre. Donc, pour nous, c'est une progression voilà, s'alimente peu à peu. Et puis, voilà, une structuration solide, ça revient un peu à ce que je vous disais sur le fait de vous faire gagner en autonomie, mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez un impact qui soit mesurable rapidement et qui s'inscrive évidemment sur le long terme. Euh, sur l'avancement, voilà, sur le pôle sport, pour vous donner quelques références, je vous les donnerai par la suite, mais nos accompagnements, comme je disais, peuvent prendre des formes variées qui vont dépendre de nombreux paramètres. Et ça, on le voit avec vous en amont, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau d'exigence, votre niveau de maturité, de connaissance aussi sur ces sujets-là, votre taille, votre structuration, le référentiel que vous visez ou la certification que vous visez, tous ces éléments vont faire que bah, l'accompagnement il va prendre des formes variées. Donc nous, après, on réussit à s'adapter à tout un tas d'organisations, puisque voilà, on accompagne aujourd'hui des organisations de toute taille et de tout type. Mais vraiment, nous, en amont, c'est de prendre vraiment connaissance de tout ça pour vous proposer quelque chose qui soit vraiment le plus adapté possible. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de prendre le temps en amont, pardon, d'étudier votre demande. Derrière, pour nous, nos objectifs, ça va être de vous fournir les clés essentielles de compréhension de votre contexte, de vos raisons d'engagement, des opportunités, des risques qui sont associés, de vous donner le cadre, pourquoi il faut agir, pourquoi c'est important, parce que vous avez des impacts positifs, négatifs, et il faut les prendre en compte. Derrière, on vous aide à construire les outils, les méthodos, les procédures, tout ce que vous voulez pour déployer votre stratégie au quotidien pour la mesurer, pour l'améliorer, pour mobiliser aussi vos équipes en interne pour que, encore une fois, ça ne soit pas une démarche qui se restreigne un peu à quelques personnes en interne, mais que vous réussissiez à mobiliser toutes les équipes et puis à vous autonomiser. Donc, en gros, le déroulé type qu'on a en général de nos missions, c'est que on réalise avec vous une étude de contexte interne et externe, voir ce qui se fait ailleurs, un benchmark de ce qui se fait ailleurs. On va éventuellement rencontrer vos parties prenantes, par exemple, externes. En fait, on fait comme un diagnostic un peu 360 pour comprendre voilà, comment vous évoluez, quels sont les enjeux qui vous impactent, quelles sont les tendances clés, quels sont les signaux faibles un peu dans votre secteur pour bien comprendre où vous allez et puis vous faire émerger un peu les enjeux qui sont prioritaires. Derrière, on va avec vous évaluer ces enjeux en disant, bah voilà, au regard de tous ces éléments-là,
On se dit que tel sujet, par exemple, je sais pas, je vous parlais tout à l'heure d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, d'insertion, d'adaptation au changement climatique, de réduction de votre impact carbone, de réduction de vos consommations d'eau, par exemple. Enfin voilà, de définir quels sont les enjeux qui sont importants pour vous, pour ne pas se disperser. Et donc, on va vous aider derrière à les prioriser, ce qui va nous permettre de déterminer ensuite vos axes stratégiques, les objectifs qui vont être liés, derrière de construire votre politique RSE et de vous aider à planifier, comme je disais tout à l'heure, des actions, à mobiliser vos équipes et à construire aussi vos dispositifs de mesure et d'évaluation. Donc en gros, le déroulé type de nos missions, il se fait un peu de cette manière-là. On va le faire au travers de temps d'animation collective, de temps peut-être plutôt individuel, des accompagnements peut-être en fonction des métiers de chacun. Donc on va essayer vraiment de mobiliser un maximum tout le monde pour intégrer au fur et à mesure les enjeux RSE dans votre organisation, dans votre organisation. Encore une fois, tout ça, ça va être basé sur les référentiels et labels et certifs que vous voulez utiliser, et puis vous aider à déterminer ce qui sera le plus approprié. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'on fait, par exemple, en ce moment, les projets en cours, on travaille sur des projets, par exemple, sur l'adaptation au changement climatique. Voilà, le secteur sport est pas mal impacté. Il y a tout un tas de référentiels, de documents qui sont édités en ce moment par le ministère des Sports et donc qui amènent le secteur sportif à réfléchir là-dessus. Donc, par exemple, on accompagne avec notre partenaire Sport 1.5 une fédération sur la construction de sa stratégie d'adaptation. On est en train aussi de travailler sur un plan de formation à l'adaptation au changement climatique. On a aussi une formation action en ce moment avec une fédération sur la mise en place d'un dispositif de partenariat responsable. On est aussi en train, par exemple, de construire une stratégie de mixité et de féminisation pour une fédération. Et puis, on est sur les projets actuels, voilà, une structuration de la démarche RSE du Marseille Cassis AG2R, la mondiale. Donc voilà, on a des projets assez variés comme ça. Et puis, je vais essayer d'aller assez vite, mais on est aussi organisme de formation. Bon, vous aurez tous les éléments sur le PowerPoint et puis il y aura sur notre site aussi. Mais voilà, c'est important de lier aussi ces démarches à la montée en compétences de vos équipes ou de vous-même. Et donc, on a pour tout ça des formations qu'on vous propose, soit des formations qui sont dans un catalogue que vous voyez ici, soit des formations donc en inter avec d'autres organisations, soit des formations en intra pour faire monter en compétences l'ensemble de l'équipe sur des sujets variés et un peu comme je disais tout à l'heure, soit sur des sujets un peu globaux, comprendre la RSE, mettre en place sa démarche, et puis des fois sur des sujets très précis comme les achats responsables, le numérique responsable, manager, manager la RSE. Enfin voilà, on est sur des sujets des fois un peu plus précis. Et puis voilà les formations qu'on propose en intra, mais voilà, vous les aurez, vous avez quelques éléments là qui vous donnent quelques clés pour voir ce qu'on fait. Et puis, je voulais vous faire juste un éclairage sur des formations qui pourraient vous intéresser. On a aujourd'hui une formation qui est en construction avec Fair Play for Planet, qui est aussi adhérent de votre association. Voilà, cette formation sport responsable, passer à l'action avec le référentiel Fair Play for Planet, donc sur 5 jours. Donc, on est en train de structurer. Vous pouvez nous solliciter pour rentrer dans ce parcours qui vous permet d'initier ou de consolider votre démarche et puis de viser la labellisation Fair Play for Planet. Donc ça, c'est un parcours intéressant en 5 jours qui vous permet voilà, de construire votre démarche autour de ce référentiel. Voilà, il y a un projet sur une formation pardon, sur la valorisation de vos engagements quand vous avez pas mal avancé sur la structuration de votre démarche. Ça peut être aussi un temps important, comment je valorise ce que je fais, comment j'essaye d'en rendre compte à mes parties prenantes et donc de l'intégrer dans une communication auprès de mes parties prenantes. On peut faire des learning expedition aussi, donc pareil, de prendre un sujet, d'aller voir sur un événement qui a beaucoup avancé, de voir ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont mis en place, et puis après d'essayer de voir comment vous pouvez vous l'intégrer par exemple sur votre événement. Donc ça, c'est aussi un format qu'on propose. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, un sujet qui nous concerne de plus en plus, c'est une formation sur s'adapter au changement climatique qui peut aussi vous intéresser pour développer un dispositif qui va vous permettre de renforcer votre prise en compte des risques
liées au changement climatique et donc votre manière de vous adapter, les actions d'adaptation au changement climatique. Et puis voilà, si vous voulez aussi, il y a des formations sur mesure. Voilà, on peut réfléchir ensemble à une formation spécifique en fonction, encore une fois, de votre contexte, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, de vous proposer aussi des choses sur mesure. Bon, je vous ai mis quelques éléments pour financer vos formations, mais vous aurez tout ça dans le support. Mais être conscient qu'il y a aussi des possibilités de faire financer ces formations auprès de votre OPCO. Et vu que nous, on est certifié Calliope, eh bien, ça vous permet de proposer, de demander, pardon, à vos OPCO un financement potentiel de ces formations. Voilà, bon réflexe, consultez votre OPCO. Et après, on a deux personnes, Elsa et Marie-Liès, qui vous accueilleront avec plaisir pour échanger sur votre projet de formation et vous aider, vous orienter sur un projet éventuel de formation. Voilà pour la présentation d'IPAMA, notre partie conseil et la partie formation. J'espère avoir été assez clair, mais il y aura un petit temps de questions-réponses par la suite. Et je profite aussi de mon temps de parole avant de vous laisser la parole à vous pour vous dire qu'on a une consultation en ce moment, encore une fois avec Fairplay for Planet. On a monté un groupe de travail avec des experts pour parler partenariat responsable. Donc il y a une étude qu'on veut faire pour connaître la vision, les freins des professionnels pour transformer le sponsoring. Et donc, on vous invite éventuellement à participer à cette consultation si vous le souhaitez, avec le QR code ou comment dire, l'adresse que vous voyez en dessous. Voilà, si vous voulez y contribuer sur le sponsoring responsable, il y aura un livre blanc qui sera édité théoriquement derrière en avril 2026 à l'issue de cette consultation. Voilà, Merci merci Mathieu. beaucoup. Merci pour Merci. votre attention. Et puis, je ne sais pas si on fait les questions-réponses maintenant, mais Mhm. disponible pour répondre éventuellement à toutes vos On va questions. le faire, mais un peu rapidement, parce que tu as été, je pense, très exhaustif, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'éclaircissement, et puis on a relativement peu de temps, parce que tu as été quand même un peu bavard. Ouais, désolé. Et quel est le délai, en fait, entre le fait de passer d'un diagnostic à des actions concrètes euh, sur une démarche RSE comme ça? Euh, Alors, en général, on va dire qu'on essaye d'être sur un temps assez rapide de diagnostic parce qu'il faut passer à l'action et parce que c'est important aussi de mettre tout le monde en mouvement. Donc, en général, on est entre le début du diag et la fin du diagnostic où on va déterminer, on va dire, les priorités. On est en général sur un temps à peu près de 2 mois qui nous permettent vraiment rentrer dans votre organisation et travailler avec vous sur l'évaluation de la pertinence de tous les enjeux qu'on aura fait ressortir du diagnostic. Donc, si en plus il faut éventuellement échanger avec certaines de vos parties prenantes, donc qui nécessite évidemment de s'adapter au temps disponible par vos parties prenantes, ça peut prendre, allez, je dirais environ 2 mois en moyenne. Ça va rarement plus loin, mais c'est quand même un temps hyper important parce que c'est ce qui va déterminer le pourquoi on s'engage, pourquoi c'est important de s'engager et de déterminer un peu les orientations qu'on prend. Donc c'est un temps important, mais qu'on prend avant de passer à l'action. Donc ouais, je dirais environ 2 mois. Ok, et bah, lié à notre secteur, euh, quels sont selon toi les impacts que les organisateurs d'événements sportifs outdoor sous-estiment souvent, selon toi? Alors, qui sont sous-estimés je ne sais pas si c'est totalement sous-estimé, mais en tout cas, j'ai insisté lourdement sur l'adaptation au changement climatique. Je pense que là, il y a un vrai sujet qui va de plus en plus, malheureusement, impacter la pratique en elle-même, les temps de pratique, les moments où on peut pratiquer, et évidemment engendrer des potentiels de difficultés en termes de santé, sécurité, donc avoir des impacts de ce type-là. Donc, je pense que ça, c'est un des points majeurs sur lesquels il est important d'avancer. Donc, ça, je pense que c'est un des points qu'il faut vraiment aborder. Et puis, le sujet aussi de l'accessibilité à personnes en situation de handicap, qui est un sujet important, qui a été bien mis en avant lors des Jeux de Paris 2024 et qui est un peu mobilisé, en tout cas qui a fait résonner pas mal de choses dans le secteur sportif et qui montre qu'il y a
encore du boulot dans ce secteur-là et qu'il serait intéressant aussi d'avancer sur ces sujets-là. Et juste pour une dernière question de mon côté, mais du coup, tu parlais de changement climatique et tout ça, mais du coup, comment on pourrait concilier attractivité internationale des événements avec justement avec réduction des déplacements et justement moins d'impact sur le changement climatique et tout ça? Alors, c'est vrai que là, il y a un peu le nœud un peu du Et, un des nœuds du problème. Hein. C'est vrai que l'attractivité, enfin, on sait qu'un des gros leviers, c'est évidemment le déplacement notamment Mhm, de ceux qui pratiquent. Alors après, il y a quand même d'autres leviers. Hein. On sait notamment que les déplacements, notamment des spectateurs, pas forcément des participants, mais des personnes qui vont être là sur le bord des routes ou sur le bord des chemins ou dans les enceintes, ça va être aussi un levier qu'on va pouvoir activer peut-être plus facilement parce qu'on va avoir des personnes plus captives localement, on va dire, que des personnes qui viennent de l'international. Et puis après, vous avez d'autres leviers, par exemple comme l'alimentation, qui vont être aussi un moyen de réduire cet impact de manière assez importante. Tout ce qui va être aussi le recours, par exemple, au plastique, à des goodies, ces choses-là qui peuvent être mhm, aussi réduites. Donc on a quand même d'autres leviers sur lesquels on peut agir de manière plus rapide, plus simple, avant de repenser, refondre son modèle économique complet en repensant l'avenue éventuellement de personnes au niveau international. Donc, c'est des démarches progressives. Et il faut prendre le temps de réfléchir et pas bousculer complètement un fonctionnement. Petite présentation, je vois ce temps avec vous en deux parties. Une rapide présentation avec un petit support et très vite après, je vous propose une démo pour voir le rendu de la plateforme de revente de Finishers. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran, c'est tout bon? oui, c'est tout bon. Parfait. Alors, quelques chiffres hein, déjà pour commencer, c'est que les organisateurs peuvent être assujettis à un no-show qui peut varier selon les courses, la taille des courses, le lieu des courses, le type de course. Mais on va avoir un chiffre de 18% sur le secteur du running, 12% observé chez Finishers. Et on a une insatisfaction côté coureurs qui ne savent pas forcément comment gérer le transfert du dossard. Et puis, c'est aussi un manque à gagner pour les organisateurs. C'est 15% de data erronée puisque lorsque les participants qui ne peuvent pas venir se débrouillent pour revendre leur dossard sur des réseaux sociaux, eh ben, c'est pas forcément toujours des données qui sont parfaitement complétées. Et on a de plus en plus, en tout cas, on a des organisations qui nous ont sollicité, alertés sur des plateformes illicites. C'est le cas notamment sur des gros marathons, le marathon de Oslo, ou encore le cas sur un marathon de Montréal l'année dernière. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Hugo, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Finishers. Finishers, on aide les organisateurs de courses à recruter des participants. On les aide sur beaucoup de verticales et on aide aussi les coureurs en fait à trouver la course qui leur correspond. Course sur route, course de vélo, triathlon, etc. Et avant de créer cette plateforme en 2020, ça fait maintenant 5 ans qu'on a lancé Finishers en France et 2 ans qu'on a lancé dans 14 pays Finishers. Avant de partir sur cette aventure, j'ai travaillé au Paris Saint-Germain pendant 5 ans et l'un des projets que j'ai mené, le projet principal que j'ai mené, c'est le lancement de Ticket Place, qui n'est autre que la plateforme de revente internalisée par le Paris Saint-Germain. Il faut savoir qu'en 2016, le PSG en fait est le premier club au monde à internaliser son marché secondaire pour beaucoup de raisons, pour contrôler ce marché, optimiser les revenus et bien sûr lutter contre le marché noir. Je le dis parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a fait au PSG, qu'on a repris sur notre plateforme de revente. Il y a des pièges dans lesquels on n'est pas tombé, dans lesquels on savait qu'il fallait pas tomber parce que on était tombé dedans au PSG ou qu'on les avait évités à l'époque du Paris Saint-Germain. Notre plateforme de revente, elle est très simple. Il faut l'imaginer comme un nouveau site internet et je le montrerai juste après. C'est un site dédié à l'organisateur. C'est son site officiel de second marché, de revente de dossards. Ici, le coureur peut mettre son dossard en vente en 2 clics. On lui trouve un repreneur et dès qu'il y a un repreneur, le dossard est transféré automatiquement. Tout est automatisé, tout est intégré dans l'outil de billetterie de l'organisateur, tout est sécurisé et bien sûr, tout est pensé mobile avec des méthodes de paiement classiques comme Google Pay ou encore Apple Pay. Les grands principes de notre plateforme de revente,
c'est que l'organisateur, il a le choix. On va avoir une plateforme qui peut être 100% marque blanche. En Hugo, marque grise, je te coupe juste, je sais pas si toi à l'écran, tu dois avoir ta présentation, sauf que nous à l'écran, on a juste les notes. Je pense qu'il faut que tu ouvres ta presse Ah, vous la voyez et pas que la tu la presse? partages. Ouais, non, voilà. On a Ah, juste là, c'est... c'est pour ça parce qu'en fait j'ai ta presse en Ok, tête et voilà. C'est pas ok, grave, très bien. je couperai le moment où je te dis ça là. Donc t'inquiète pas. Oh, Voilà. aucun problème. Donc, on était ici. Voilà. Et donc, je reprends là. Donc, Non, non, effectivement, coupe le partage d'écran d'abord. alors, Voilà. Et attends. après, tu réouvres. Il va te proposer la fenêtre où tu as ta Ok, presse. ok. Voilà. Alors, attends, bouge pas. Hop, hop. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. C'est nickel, c'est bon. Parfait. Et donc ici, je voulais vous montrer juste les différents axes de fonctionnement de la plateforme. Donc c'est une plateforme en marque blanche qu'on peut mettre aux couleurs de l'organisateur ou en marque grise avec les couleurs des finishers si c'est une demande de l'organisateur. C'est une plateforme en fait qui marche dès lors qu'une des distances de l'événement est sold out. Et il y a différents bénéfices bien évidemment puisque l'organisateur va générer un peu plus de revenus. On va expliquer pourquoi. On va faire de la vraie satisfaction auprès des revendeurs puisqu'ils vont revendre et être remboursés en 2 clics et en 5 jours. Et les acheteurs, ceux qui arrivent à obtenir un dossard de façon légale, sont vraiment ravis. Globalement, sur la création de la plateforme, il faut se dire qu'elle existe en 14 langues. Donc, si vous avez par exemple des Allemands qui participent à votre course, et ben les Allemands ils vont pouvoir vendre dans leur langue et ça c'est super chouette. On a la possibilité d'adapter des FAQ, etc. On peut la configurer vraiment à la demande de l'organisateur si on veut limiter le nombre de reventes par distance. Si on veut faire un mode de tirage au sort, on a dû le faire pour des plateformes où on avait beaucoup trop de demandes. Par exemple, pour le semi-marathon du Mont Ventoux, on a mis en place un système de ballotte et on a tiré au sort dans la liste d'attente les gens qui allaient pouvoir obtenir un dossard. Euh, et puis, on peut aussi pré-réserver un dossard. Et ça, je vais en parler juste après. C'est un truc qui est plutôt sympa et qui marche bien. Et l'organisateur, il a un monitoring en temps réel. Il peut voir tout un tas de choses. Et ça aussi, on va le voir juste après. On peut aussi bloquer certains types de dossards, des invités, des influenceurs. Si on veut exclure un groupe ou une entreprise, bien sûr, on peut tout gérer. C'est très simple à mettre en place. Alors là, j'ai mis l'exemple. On est intégré avec Nuco, donc c'est un outil sur lequel on s'appuie. Et donc, si vous êtes un organisateur qui utilise Nuco, en fait, vous avez 3 choses à faire, 3 clics globalement. C'est assez rapide. Et après, on s'occupe de tout. Euh, Ça se met en place en moins de 30 minutes. Après, il faudra bien sûr communiquer auprès de votre cible, donc les coureurs qui potentiellement pourraient avoir un impératif et donc faire nos shows, et aussi auprès de vos listes d'attente ou des gens qui sont intéressés pour courir votre événement ou faire, enfin, si c'est un triathlon bien évidemment. Comment monitorer la revente? C'est hyper simple. On a un accès à un back-office où vous avez un suivi en temps réel de tout ce qui se passe sur votre plateforme de revente. Vous pouvez monitorer les mises en vente, les rachats. Vous pouvez voir la tension du marché secondaire. Si vous avez plus de demandes pour acheter ou plus de dossards disponibles, vous avez tout un tas d'informations, qui a vendu à qui, et ça aussi, je vous le montre juste après. On a un modèle économique que je vais brièvement présenter, mais qu'on pourra revoir si vous avez des questions. Euh, Globalement, l'organisateur, il peut décider de ce qu'il souhaite rembourser en fait au vendeur. Est-ce qu'il veut le rembourser à 100% ou est-ce qu'il veut le rembourser à 90%? Les 10% qui ne vont pas être remboursés, ils sont 100% pour l'organisateur. Ensemble, on va définir ce qu'on appelle un prix de revente. C'est un peu équivalent d'un prix d'ossard à l'exposition ou d'ossard jour de course. Et euh, on va regarder en fait la différence du prix entre le prix d'achat du coureur et le prix de revente. Et il va y avoir ce qu'on appelle une marge. Donc si par exemple le coureur il avait acheté à 50 euros et que le prix de revente est de 60 euros, il y a 10 euros de marge et 80% de cette marge vont à l'organisateur. Et enfin, il y a un frais de réservation de 10%. C'est des frais qui servent à financer bien sûr la plateforme, le service client, l'encaissement également. Là, je vous ai mis un modèle économique, un exemple d'un modèle économique sur une course. Donc, bon, c'est assez sommaire. Mais ici, on peut voir qu'une course qui va avoir 10 000 participants
avec deux tarifs, 45 et 55 euros. Donc, va avoir un prix de revente pondéré de 50 euros. Et donc, globalement, euh, si on applique un frais de remboursement de 10% sur le vendeur, euh, et qu'on fait à peu près 800 reventes, il y a une marge nette de 12 euros qui vont donner un chiffre d'affaires global pour l'organisateur d'environ 10 000 euros, puisqu'on est là, dans cet exemple précis, à 9 600 euros. Et après, on a fait une deuxième simulation avec 1200 ventes. Bien sûr, on augmente le chiffre d'affaires et bien évidemment la satisfaction client. Quand les coureurs viennent en plus à l'événement, c'est des gens qui peuvent consommer en plus euh, à la buvette, mais aussi acheter du merchandising. Et donc, on a des organisateurs qui sont très très contents parce que au-delà du chiffre d'affaires qu'ils vont générer via la plateforme de revente, ils vont générer du chiffre d'affaires à l'expo. Quelques exemples de plateformes qu'on a lancées. Et si ça vous va, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Hop. Alors, je repartage mon écran ici. Tchouc. Donc là, c'est une plateforme test, hein, bien évidemment, Alors, mais je vais vous... ça refait comme tout à Ah, l'heure. En fait, tu ah cliques sur, ouais, mince, ferme, hop, et voilà, tu hop, réouvres là, avant que tu le redémarres. hop, désolé, j'ai cliqué au mauvais Parfait, endroit. c'est bon. Donc là, on est sur une plateforme test. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur une plateforme test, mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur d'autres plateformes qui sont en live et qui sont en prod et qui tournent bien. Donc là, j'étais tout à l'heure sur la traversée des dentelles dans le Vaucluse. C'est une plateforme qu'on a ouverte il y a quelques jours, 100% aux couleurs de l'organisateur. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. On va pouvoir faire nos jeux de test. Donc, on est sur une course qui s'appelle la Cavalcade, une course évidemment qui n'existe pas. Et sur cette course, on va avoir deux distances, un 20 km, un 10 km. Bon, j'arrive sur la plateforme de revente. Il n'y a pas de dossard disponible tout de suite sur la plateforme de revente. Là, ce que je vais faire, je vais lister un dossard. C'est-à-dire que je vais mettre en vente mon dossard. Donc, je vais cliquer sur vendre mon dossard et on va demander deux choses. On va demander le numéro de la réservation et l'email de la réservation. Hop. Si je fais, j'enlève ce numéro-là, donc c'est une faute. Dans le numéro de la réservation, on va voir qu'il n'y a pas de dossard et donc on ne pourra pas aller au bout. Maintenant, si je veux lister mon dossard, donc j'ai cliqué sur mettre en vente avec le bon numéro. J'ai acheté mon dossard 16 euros. Il y a des frais de revente qui sont ici de 4 euros. Ok, je vérifie les informations. Je peux lister mon IBAN pour être payé en cas de vente de mon dossard. J'indique l'email sur lequel je souhaite être notifié, mon numéro de téléphone. J'accepte les conditions générales de mise en vente et d'utilisation et je peux mettre mon dossard en vente. Il y a un premier clic, un deuxième clic, je vais confirmer et c'est parti, mon dossard va apparaître sur la plateforme. Là, je suis le premier à lister mon dossard, donc je suis premier dans la file d'attente et vous allez voir qu'en fait, on va prioriser les reventes par ordre euh, d'historique. Premier arrivé, premier servi pour l'achat et premier listé, premier revendu pour la mise en vente. Si maintenant je reviens sur la plateforme qu'on a vue tout à l'heure, hop, si j'actualise, on va voir, ah, je peux réserver un dossard, moins de 5 dossards disponibles. Donc c'est parti, allons-y, je vais réserver le dossard du 20 km qui est disponible. Donc là, je vais compléter les informations du participant, donc les miennes en l'occurrence. Je vais mettre mon numéro de téléphone, ma date de naissance, je vais me mettre en contact d'urgence. Je valide le règlement de la course, les CGV de l'organisateur. Je m'engage à compléter mon inscription et à renseigner le PPS, s'il y a le PPS, ou d'autres informations qui peuvent être demandées par l'organisateur. Je peux ici souscrire pour obtenir des informations newsletter et des partenaires. Et je vais continuer vers le paiement. Une fois que j'arrive ici, je vais pouvoir, bon, je suis sur Google Chrome, donc il y a Google Pay, mais je peux ici renseigner du coup, hop, une carte de test. Alors, il faut juste que je réactualise que je suis en test. Tac. J'achète ce dossard. Donc, ça met quelques secondes. Et du coup, je vais à ce moment-là donc récupérer le dossard de la personne
qui avait listé juste avant. Une fois que j'ai acheté mon dossard, je vais très vite pouvoir compléter mon dossier participant. Et regardez ici, je vais vous montrer Newco. Donc là, c'est l'accès de l'organisateur. Donc ici, l'organisateur pourra voir pour toutes les réservations, hop, si j'actualise, un système de tags. Donc là, dossard acheté sur la plateforme. Donc c'est celui que je viens de racheter. Et celui qui était avant, c'était le dossard BLF, hop, qui est ici, hop, celui-ci. Et il a un statut dossard revendu sur la plateforme. Si je regarde le numéro de dossard, ici, c'est le cas où on a fait le transfert du numéro de dossard. Donc, on a des organisateurs de courses qui, à l'approche de leur événement, nous demandent de pouvoir faire le transfert du dossard, hein. Donc, du coup, j'ai hérité du dossard de la personne. Mais quand je vais revenir ici, je vais pouvoir compléter mon dossier de participants. Et donc, j'arrive dans mon dashboard de l'organisateur avec toutes les questions que l'organisateur euh, pause. Alors, voilà, excusez-moi, je recommence ici. Compléter mon dossier de participant pour pouvoir participer à l'événement et donc compléter mon PPS, par exemple. Donc là, j'arrive, j'ai déjà les informations que j'ai renseignées et je vais pouvoir tout renseigner. Ensuite, si je reviens sur la plateforme de revente, hop, eh ben, le dossard, il a été vendu, il n'y en a plus. Je peux de nouveau faire une pré-réservation. Je vais vous montrer comment fonctionne une pré-réservation parce que c'est quelque chose d'important et c'est un des axes qui nous permet du coup d'ouvrir la plateforme de revente très vite et de durer dans le temps, même s'il n'y a pas de dossard. Mais avant de vous montrer la plateforme, je vais revenir sur le dossard qu'on a listé, qu'on a vendu tout à l'heure, et pour que vous puissiez voir le statut. Donc ici, je me connecte avec le dossard que j'ai vendu. Donc là, on m'indique, ça y est, j'ai été échangé le 5 mars à 19h14. Mon dossard est donc bien vendu. Et il va y avoir un virement bancaire. Il va y avoir un virement qui va être effectué sous 5 jours. Pourquoi 5 jours? Parce qu'il y a 3 jours pour... c'est des délais incompressibles. Il y aura 3 jours pour récupérer l'argent de l'acheteur et 2 jours pour l'envoyer au vendeur. On a fait ce qu'on appelle un KYC, qui veut dire Know Your Customer. Donc, on a vérifié l'identité du vendeur et donc on va bien pouvoir lui transférer l'argent sur son IBAN. Donc, voilà sur la partie vendeur. Et maintenant, si je reviens sur la partie achat, je vais vous montrer la pré-réservation. Lorsqu'en fait, il n'y a pas de dossard disponible, on va permettre à une personne qui est intéressée, qui est très intéressée, de s'inscrire en liste d'attente. Mais plus qu'une liste d'attente, c'est une pré-réservation. Un petit peu comme on fait les Jeux Olympiques, où on pouvait se mettre dans une liste d'attente, donner son numéro de carte de crédit et être débité dès lors qu'il y avait un tirage au sort pour les différentes manifestations. Donc là, je vais dire, OK, je vais pré-réserver un dossard pour le 20 km. Donc rebelote, je vais me reconnecter, comme je l'ai fait tout à l'heure. Enfin, me reconnecter, pardon. Compléter mon dossier en mettant mes premières informations. Hop, je déclare avoir pris connaissance. Je m'engage à finaliser mon inscription. Et ici, donc, je suis bien sur une pré-réservation. On m'indique bien qu'aucun dossard n'est actuellement disponible pour cette course, mais vous pouvez pré-réserver un dossard en amont. Votre commande s'effectuera automatiquement sur le moyen de paiement renseigné lorsqu'un dossard sera disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que je mette ici, hop, mes coordonnées bancaires, on va faire un enregistrement des coordonnées bancaires de la personne. Hop, faut que je réactualise, pardon. Un peu comme quand vous payez Netflix ou Spotify, ils enregistrent votre carte de crédit et dès lors qu'un dossard arrive et vous êtes le premier dans la liste d'attente, eh bien, on va prélever l'argent et vous allez être débité du montant de la commande. Donc là, je vais pré-réserver mon dossard. Votre dossard est pré-réservé, donc je reçois un email que je vais vous montrer juste après. Hop, ici, j'ai tous mes emails. Hop, votre dossard est pré-réservé. Je peux gérer la pré-réservation à tout moment, donc je peux l'annuler. Là, je vais pas l'annuler parce que je voudrais vous montrer ensuite lorsque quelqu'un l'achète, le met en vente, je vais automatiquement l'obtenir. Donc, hop, on était ici.
Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre. Et désormais, je vais lister un dossard. Hop, un autre dossard. Du coup, deuxième test, on aura vu la plateforme de bout en bout. Donc je vais vendre mon dossard, code de réservation. Je vais mettre mon email. Hop, hop. Donc je vous remonte très rapidement parce que ça, on l'a fait tout à l'heure. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je mets mon dossard en vente. Je le confirme. Et là, en fait, si je réactualise, donc, en une seconde, mon dossard a été vendu, puisqu'il y avait déjà quelqu'un dans la file d'attente qui avait pré-réservé. Et donc, en une seconde, c'est instantané, j'ai vendu mon dossard. La dernière chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, s'il nous reste encore quelques minutes, c'est cette plateforme euh, organisateur à travers laquelle les organisateurs peuvent suivre ce marché secondaire. À tout moment, ils peuvent se connecter sur mobile, jour de l'événement, ils peuvent tout suivre tout le temps. Donc c'est la plateforme organisateur de Finishers. N'importe quel organisateur peut y aller et consulter des informations sur son événement. Donc il va avoir des informations basiques, déjà comme le trafic sur la page de son événement sur Finishers. Il pourra actualiser énormément de choses, ses réseaux sociaux pour être à jour, etc. Mais on va aller voir la partie revente. Donc ici, on est sur la partie admin de la revente de l'organisateur. Donc, on peut voir que sur cette plateforme, il y a eu 22 reventes réalisées. Le taux de revente moyen d'un dossard est de 84,6%. Ça, c'est le montant qui a été généré sur la revente. La marge nette, c'est ce que l'organisateur va récupérer à l'issue de la campagne de revente. Il peut voir ici en cumulé le nombre de reventes. Il va pouvoir filtrer le chiffre d'affaires. Et il peut aussi, bien évidemment, faire des focus spécifiques par distance. Donc là, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est le 20 km. On va se dire, ah, ok, très bien, on a eu en tout, ok, 22 reventes sur le 20 km. Un petit peu plus bas, on va voir ce qu'on appelle la tension du marché secondaire. C'est toujours important de suivre s'il y a de la demande sur de la pré-réservation ou s'il y a de la demande de la dispo à l'instant T sur telle ou telle distance. Et ici, on a le taux de revente moyen par distance, le temps moyen de revente, est-ce qu'on est plutôt à 17 minutes, 25 minutes, 45 minutes, etc. On a des courses où le temps de revente moyen est de 1 seconde. Par exemple, le semi-marathon du Mont Ventoux. Dès qu'un dossard arrive, il est automatiquement revendu et on fait 1 euro. Ensuite, on a une vision plutôt micro, c'est le suivi des participants, où là, on peut voir chacune des reventes. Donc là, typiquement, les reventes qu'on a faites ensemble à 19h12 et 19h19, elles sont ici. Je peux cliquer dessus. Le vendeur, c'était Benoît Grassini. L'acheteur, c'est Hugo Charrier. J'ai pas obtiné, donc l'organisateur ne pourra pas l'intégrer dans sa base de données, mais c'est pas grave. Ici, on peut accéder au lien du dossier dans Nuco. Donc on retrouve le participant avec le système de tag tout à l'heure que je vous ai montré, dossard revendu, dossard racheté. On peut renvoyer les emails à tout moment, modifier l'email de l'utilisateur si jamais il souhaite être modifié. On a tout un tas d'informations. On peut filtrer les dossards pré-réservés, les dossards qui ont été échangés, les dossards qui ont été pré-réservés puis annulés, enfin les demandes de pré-réservation et d'annulation, les mises en vente qui ont été annulées, si quelqu'un finalement est revenu sur son idée de base de vendre, finalement il décide de courir la course. On peut filtrer bien sûr par distance, etc. Pour terminer, je voulais juste vous montrer ça. L'organisateur, il a la main pour tout un tas de choses. Donc ici, on a mis les plateformes de revente by finishers. C'est un exemple test, mais on pourrait très bien mettre by Harmonie Mutuelle. C'est un exemple si vous voulez euh, mettre en avant un partenaire. On a plus de 14 possibilités de couleurs, donc on peut tout changer. On peut faire vraiment comme l'organisateur le souhaite. On peut faire plein de tests, c'est en live. Hop, on peut regarder tout un tas de choses. On peut changer les traits, le gris, etc. C'est vraiment comme veut l'organisateur. Et on a plus qu'à enregistrer et c'est live instantanément et on peut accéder. Alors non, mauvais clic, ça c'est un site test. On peut accéder à la plateforme de revente pour voir nos changements. Voilà, je voulais pas faire trop long. C'est un sujet qui est dense. Il y a énormément de choses que je pourrais couvrir avec vous aujourd'hui. Pas mal de petites fonctionnalités de ci, de là, des choses qu'on a développées pour les organisateurs. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver dans les semaines à venir.
Aujourd'hui, par exemple, on ne rembourse pas pour l'instant encore le dollar et les cartes américaines. Donc, c'est quelque chose qui va arriver à la fin du mois de mars. Mais c'est une plateforme qui est amenée à évoluer. Et tout ce qu'on a fait, bah voilà, c'était avec un travail collégial et en discutant avec de nombreux organisateurs qui avaient cette logique de sold out et cette problématique de pénurie. Et donc, on serait ravi de travailler avec bon nombre d'entre vous et de faire évoluer cette plateforme euh, parce qu'elle est à l'image des organisateurs. Tout ce qu'on a imaginé, c'est pour répondre à vos besoins. Voilà pour moi. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère avoir été concis et en même temps compréhensible. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident à pitcher en 20 minutes. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a du site web, du front, du back-office. Il y a une plateforme d'orga, mais vraiment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis dispo là ou même par email quand vous voulez. Ou par téléphone aussi. Merci Hugo. En tout cas, c'est effectivement très intéressant. Merci. Évidemment, ça correspond à un besoin aujourd'hui. On sait que l'engouement pour les événements sportifs outdoor fait que les gens s'inscrivent de plus en plus tôt. C'est la course au dossard. Et donc, évidemment, le second marché est très, très, très actif. Tu le sais sans doute, nous, au Team de France Outdoor, on a déjà apporté un service à nos organisateurs membres de France Outdoor en leur proposant une lettre de mise en demeure des sites illégaux, puisque malheureusement, Mm, forcément, on voit fleurir beaucoup d'offres illégales de revente de dossards, avec des organisateurs qui découvrent, parce qu'ils n'ont aucun accord avec les sites en question, qui découvrent que leurs dossards sont en vente ici ou là sur des sites, encore une fois, avec lesquels ils n'ont aucun contact. Enfin, il se passe beaucoup de choses, c'est un peu la jungle en ce mm, moment. Et mm, donc, effectivement, on ne peut que voir arriver avec beaucoup d'intérêt une offre comme la vôtre qui vise à mettre en place quelque chose de bien structuré, bien organisé. Enfin, on connaît vos qualités, la qualité de votre travail, et encore une fois, qui permet d'agir en toute légalité, aussi bien pour l'organisateur que pour le participant, parce que c'est un point aussi sur lequel il faut qu'on communique, la mise en garde des participants, parce que quand on achète un... Enfin, bon, j'ai j'ai vécu ça à Roland-Garros aussi, quand on achète un billet dans n'importe quelle condition, en l'occurrence au marché noir pour Roland-Garros ou sur des sites illégaux en ce qui nous concerne ici, ben, on sait que potentiellement on va mettre l'organisateur en difficulté, mais aussi on peut se trouver soi-même en difficulté. Donc il faut vraiment mm, qu'on arrive à faire passer le message qu'il faut nettoyer de ces mauvaises pratiques et c'est important d'avoir en face de ça des bonnes pratiques à recommander. Donc merci, c'est très intéressant. Il va sans doute y avoir deux, trois questions, même si, comme on le sait, on n'est jamais très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui viendront en replay mm, mm, voir ta présentation, Hugo. Mais déjà à chaud, moi j'ai peut-être une ou deux questions déjà. Elisa, tu en as mhm. peut-être aussi. Moi, je voulais te demander, on sait que vous avez des offres très diverses pour accompagner les organisateurs. Mais donc, est-ce que un organisateur qui ne travaille pas avec vous par ailleurs et qui est très intéressé par votre plateforme de revente, est-ce qu'il peut effectivement ne s'adresser à vous que pour cette plateforme de revente? Tout à fait, tout à fait. Je te confirme, Gilbert, on a essayé d'avoir un large éventail de solutions, une fois encore, pour les organisateurs. Site internet, j'en ai pas parlé là, mais on a développé un module pour 300 ou 400 euros où on gère 100% d'un site pour un organisateur. On gère les certificats, les noms de domaine, etc. Et donc, on a des organisateurs, des tout petits, hein, même de 200, 300, qui n'ont pas envie de gérer leur site, qui nous utilisent que sur cette partie-là. On a des organisateurs qui nous utilisent que sur la revente. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a créé quelque chose qui marche économiquement pour le vendeur, pour le participant, pour l'organisateur, pour Finishers. Donc il y a bien sûr aucun problème là-dessus. Et puis ma deuxième question, enfin, je crois connaître la réponse, mais on sait que vous travaillez avec la plateforme Nuco, comme beaucoup. Hmm. Est-ce que demain, votre solution de revente peut être pluguée sur d'autres euh, plateformes d'inscription en ligne? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on travaille avec Nuco historiquement, une solution qui est fiable et robuste. Et c'est pour ça que vous avez fait la démo sur Nuco. On peut envisager tout à fait de s'intégrer avec d'autres plateformes.
c'est quelque chose, je vais pas dire plug and play parce que ce serait un petit peu grossier. Il y a beaucoup Mhm. de développement, on a mis beaucoup de mois de travail, de réflexion pour accoucher de ce produit-là, mais on l'a construit de telle sorte à ce que si un organisateur nous dit OK, ben moi ça m'intéresse, j'y vois un vrai intérêt, est-ce que vous pouvez discuter avec mon outil d'inscription? Bah ça c'est des choses qu'on peut tout à fait envisager et développer. Ok, merci. Merci à toi. Moi, j'ai une petite question, enfin, j'en ai deux en fait. Quand vous êtes en marque blanche, donc vous Mhm. proposez logo, couleur, etc. Vous allez jusqu'au nom de domaine aussi, Oui. l'email parle au nom d'Harmonie, etc. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Je l'ai pas précisé. Je savais pas s'il fallait aller dans le détail, mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Je vais par exemple prendre la plateforme du Marathon de la Loire. Tac. Donc ici, l'organisateur est complet sur différentes distances, et donc il y a un message, par exemple sur le semi-marathon où on indique plateforme de revente officielle. Et donc là, on arrive sur la plateforme. Et donc ici, elle est 100% marque blanche, c'est-à-dire que Finishers n'apparaît pas sur le site. On a enlevé le logo. Et pour répondre à votre question, effectivement, là, vous voyez Finishers dans l'URL, mais on peut 100% mettre l'URL de l'organisateur. On va notamment le faire pour une très grosse course là dans les prochains jours. Donc ça, c'est une délégation du nom de domaine plutôt Oui. technique entre nos CTO, mais on sait faire sans problème. Et également les emails. Donc on va changer l'expéditeur et le nom de l'expéditeur. Donc comme ça, c'est 100%. Et j'ai pas montré trop les emails. Je voyais le temps qui défilait, mais pareil, en fait, ça c'est l'email. Donc ici c'est Finishers, mais on peut imaginer par exemple, enfin ce sera Marathon de la Loire et c'est Marathon de la Loire arobase inscription.fr par Mm. exemple, avec les couleurs en fait de l'organisateur. Et donc Finishers s'efface totalement. Ok, super. Et ma deuxième question, du coup, alors, j'ai cru entendre que vous pouvez aussi proposer d'autres services en plus que le remplacement de dossard, c'est ça? Oui, alors on travaille sur, on accompagne les organisateurs sur les inscriptions, parfois sur le SAV ou les deux. On a des organisateurs qui ont 2 3 000 demandes entrantes de SAV, et donc c'est dur à gérer. Donc nous, on est staffé tout au long de l'année en fait pour supporter ces pics de charge parce qu'on sait que le SAV c'est exponentiel, surtout pour un organisateur. Euh, donc on fait ça, on fait les sites internet aussi. Alors on a deux typologies de sites internet. Je vais vous montrer par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un one page. Ça coûte entre 300 et 800 euros par année. Donc là, c'est le one page où tout est customisable en fait pour la course en termes de couleurs. Avec le programme, on met les résultats, on a les informations de la course, les horaires. Donc là, pardon, j'étais en polonais puisqu'on a fait une démo à un organisateur polonais tout à l'heure. Il est en 14 langues le site, mais vous avez des blogs, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre site. On a les GPX, donc là on les a pas mis parce que c'était une demande de l'organisateur de ne pas mettre les GPX, les résultats, les photos. Donc ça c'est un exemple. On a travaillé sur cette course-là il y a 2 semaines, qu'on a fait leur site internet. Donc là ils avaient la volonté d'avoir un budget d'un site beaucoup plus gros, donc on leur a fait un gros site de course. Euh, on, on s'est vraiment orienté en tant qu'organisateur de course. Et depuis peu, donc on a cette plateforme de revente. Donc l'organisateur qui veut travailler avec nous, il peut décider vraiment ce qu'il souhaite. On a aussi des organisateurs qui ne travaillent avec nous que sur un volet publicitaire. Par exemple, le marathon de Sydney, ils achètent par exemple de la visibilité sur notre site internet, notre écosystème, des newsletters dédiés, des posts Instagram. Donc voilà, chez Finishers, c'est vraiment à la carte en fait. Hugo, je vais quand même te mettre un carton jaune. La prochaine fois, j'aimerais que dans tes présentations, tu ne présentes que des événements ou des organisateurs membres de France Outdoor. Ah, bon, ben, on a encore du travail Non, non, alors. c'est une boutade. Quoique, quoique. Mais voilà, l'idée, par exemple, cette course-là, c'est une petite course qui me tient à cœur. Enfin, toutes les courses me tiennent à cœur. Parce que les organisateurs, je trouve qu'ils méritent. C'est un travail phénoménal. C'est un stress phénoménal. Des réglementations phénoménales. Et ça, c'est la course de mon village, à côté du Vaucluse, enfin dans le Vaucluse, en Drôme provençal. Et ils sont 200 participants.
ils ont 100 000 trucs à gérer, ils détestent Internet, ils détestent tout ce qui est certificat, HTTPS, etc. Et en fait, ils sont hyper contents parce que ils ont un petit site de course qui leur va très bien, ça leur coûte une centaine d'euros. Et voilà, on travaille avec des petits, des tout petits, qui font vivre. Moi, j'ai toujours 90% des courses, c'est aussi des événements qui font de moins de 1000 participants. On travaille aussi avec des énormes, des gros, marathon de Barcelone dans une semaine, marathon de Rome dans 2 semaines, avec des contraintes différentes et on sait s'adapter parce que on sait que organiser une course, qu'elle fasse 100 participants ou 33 000, c'est un taf de fou furieux. Et donc voilà, tous les services qu'on fait, on les améliore. On n'a pas la prétention de dire que c'est les meilleurs services du monde. On pense qu'ils sont pas mal, qu'ils sont bien faits, mais notre quotidien tous les jours, c'est d'écouter ce que nous demandent nos organisateurs et de les améliorer pour les soulager. Voilà. D'autres questions? Non. On est Bon, bah, dans ça les... prouve que, Oh, non, je disais, Bon, du bah, coup, super. ça prouve que À sens où des, des plateformes de revente, bah, ça commence à se développer. C'est la tendance. Il y en avait pas beaucoup avant le Covid, avant que tout s'écroule. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour vous différencier de la concurrence? Alors effectivement, il y a différents aspects sur notre plateforme. Déjà, le côté pré-réservation avec l'enregistrement de la carte, bon, c'est pas révolutionnaire, mais plutôt qu'une simple liste d'attente où les gens vont juste déposer leur email et du coup, ça va durer dans le temps, parfois 2 mois, 3 mois, où on va laisser 48 heures à la personne, puis finalement, elle va partir sur un autre projet. Ce système, en fait, permet de sécuriser très vite des intentions de réservation. Le côté multilingue aussi. Alors, on a des événements qui attirent des étrangers, d'autres un petit peu moins, mais la plateforme, elle est tout de suite en 14 langues. Donc ça peut être un vrai asset. Les méthodes de paiement aussi. Nous, sur Finishers, on se rend compte que plus de 30% de nos réservations se font entre 20 heures et 22 heures sur mobile. Apple Pay, c'est 33% de nos réservations. Donc, ces méthodes de paiement-là sont utiles. On est bien intégré automatiquement avec Nuco. C'est pas une plateforme décorrélée en fait, hein. Donc c'est pas une plateforme où un coureur peut lister un dossard qu'il a photoshopé par exemple. On va sécuriser, comme je vous montrais peut-être rapidement, mais peut-être trop rapidement au démarrage, qu'un dossard est un vrai dossard qui existe dans la plateforme. J'ai pas montré tous les cas d'erreur, mais si c'est un dossard influenceur, il y a un message spécifique. Si c'est un dossard entreprise, il y a un message spécifique. Côté organisateur, il y a cette vision aussi globale avec la plateforme que je montrais tout à l'heure, suivre les tendances de revente à tout moment. La marque blanche aussi, voilà, et pas mal de petites fonctionnalités par-ci par-là. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, j'espère avoir été un peu plus clair sur les différentes fonctionnalités de notre plateforme. ça semble très clair. Ah, voilà. Super, Ah, trop le cool. petit... Voilà. Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on est bien. Je Trop te bien. remercie. Merci. Non, non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est une super opportunité de pouvoir parler de nous et j'en suis vraiment très reconnaissant. Donc, merci à vous. non, puis Écoute, comme tu le disais tout à l'heure, c'est important pour nous au moment où on sait que notre univers des événements, aussi bien côté participant que côté organisateur, est quand même très, très secoué par ces sujets notamment de revente illicite. C'est très très bien qu'on puisse aujourd'hui proposer une solution. Alors, comme le disait Sylvain dans son intervention, vous n'êtes pas les seuls à proposer une offre comme celle-ci, mais en tout cas, voilà, faites partie des membres depuis la première heure de notre association et on est ravis de voir que vous avez une solution. Puis on connaît vos produits, donc on sait que, en principe, quand vous faites quelque chose, c'est bien fait, c'est fiable. Donc Mm. on est ravis que cette offre existe, vraiment. Je pense que c'est important pour assainir le marché. Bah, merci. Ça fait très plaisir à entendre et on va continuer à essayer de bien bosser et faire les choses de la meilleure manière possible. Et Merci email et Hugo. contact alors, du coup. Alors oui, moi c'est Hugo et mon email est très simple, c'est hugo@finishers.com. Et donc je suis le cofondateur et c'est mon petit bébé, le sujet que, que je porte tous les jours. Donc je serais ravi de discuter avec tous ceux qui veulent creuser le sujet.
tous ceux et toutes celles aussi, bien sûr.